Bonsoir Catherine Malabou, bienvenue Bonsoir. sur Lundi Soir. Nous t'avions invité l'année dernière pour philosophie et anarchisme dans une grande série sur les rapports entre la philosophie et l'anarchisme. Là, nous t'invitons pour un livre qui à la fois se lie à ce livre-là et en même temps le déborde, et on peut l'intégrer à notre série actuelle qui est sur nommer le fascisme qui est là, qui vient, qui est indiscernable, à travers un concept qu'on va voir apparaître là-dedans et qui est lié à la thématique du livre. Dans ton livre, tu cites un article de presse qui écrit à propos de Bernard Arnault que, pour la première fois en France, où il n'y a rien au-dessus de l'État, un particulier est plus puissant que le roi. Bernard Arnault. Ces derniers temps, on s'est mis à parler de plus en plus souvent de néo-féodalisme et de techno-féodalisme. En témoigne un livre récent de Yanis Varoufakis, par exemple, qui s'appelle Techno-féodalisme. Comme si les hypothèses science-fictionnelles du cyberpunk, avec ses éléments néo-gothiques, se substituaient de plus en plus à l'imaginaire post-apocalyptique et étaient en passe de se réaliser. On voit ça au cinéma, il y a Blade Runner, Dune, qui sont des mondes post-capitalistes, néo-féodaux étranges. Tous les entrepreneurs deviennent le mérovingien de Matrix. Les formes de dépendance personnelle et de vassalisation apparaissent de plus en plus criantes, par exemple dans le royaume de Bolloré, où on ne peut pas le trahir, on ne peut pas trahir Hanouna, qui est actuellement en audition. Dans un de ses livres, Bruno Le Maire fantasme la monarchie absolue, les Mazarins, Louis XIII, il dit « Je reviens souvent à cette période de la monarchie française », et il se demande pourquoi, et peut-être parce qu'en fait l'ancien régime n'a jamais fini, ou peut-être parce que l'histoire est en train de se jouer à l'envers, et qu'après être passé dans une modernité non féodale, nous y retournons lentement. Alors, pourtant est-ce si simple, peut-on parler de retour ? La révolution a-t-elle finalement vraiment eu lieu ? La féodalité a-t-elle été d'un seul abolie ? N'y a-t-il pas eu pendant des siècles des rémanences, des permanences, des persistances d'anciens régimes dans un monde moderne, dans un monde nouveau qui dissimulait par le déni et l'oubli tout ce qu'il avait en réalité, par cette ruse, par ce stratagème, conservé des servitudes des temps passés. Doit-on dire, comme tu le fais, que la Révolution a réinstauré à nouveau frais tout ce qu'elle avait combattu ? Alors que généralement l'oubli, l'amnésie historique porte sur les grands changements, les grandes ruptures, le fait que l'histoire varie, qu'elle n'est pas éternelle, qu'elle est faite de mutations, le fait que ce qui est actuellement n'a pas toujours été, généralement c'est ça qu'on oublie, que le présent n'est pas éternel, mais qu'il change. Tu sembles nous dire l'inverse, que ce que nous avons oublié aujourd'hui, c'est que les choses n'ont pas tellement changé. Tu sembles nous dire que l'amnésie actuelle, c'est une amnésie des persistances ou des rémanences, plus qu'une amnésie des changements et des grandes ruptures. Alors, maintenant, pour commencer cet entretien, je pense que le plus simple, c'est de partir du geste que tu fais, c'est-à-dire une relecture du texte « Qu'est-ce que la propriété ?» de Proudhon. Est-ce que tu peux commencer par nous dire comment t'en viens à relire ce texte, et surtout, quel angle tu prends pour relire « Qu'est-ce que la propriété ?» cet angle étant structuré par le concept de droit d'aubaine, qui est la bête de l'apocalypse selon Proudhon. Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Oui, alors d'une part parce que j'ai décidé de relire ce texte dans la continuité du précédent travail que j'avais fait. Je me suis intéressée donc aux philosophes et à l'anarchisme, et maintenant je m'intéresse aux anarchistes eux-mêmes. Et dans un premier temps, donc, je relis « Qu'est-ce que la propriété ?» Pourquoi ? Alors, pour plusieurs raisons. La première est qu'il y a un certain retour de Proudhon aujourd'hui dans les critiques de la propriété privée, en particulier dans la théorie des communs. Donc, je me suis demandé... Et la théorie de la dépossession coloniale, du vol des terres et du vol de l'identité. Donc, Proudhon revient en quelque sorte à la mode, et je me suis intéressée à ces raisons qui m'ont paru insuffisantes, qui m'ont paru, les analyses actuelles m'ont paru ne pas aller assez loin. Et à partir de là, j'ai voulu me demander ce que Proudhon faisait exactement dans ce texte, qui n'est connu finalement qu'à partir de cette fameuse déclaration « La propriété, c'est le vol », qu'à mon avis, personne n'a véritablement comprise. Parce que l'interprétation qui en a été donnée, essentiellement par Marx, est une interprétation essentiellement économiste, qui se confond avec l'exploitation des prolétaires, mais qui ne va pas au fond des choses
dans la mesure où, comme tu viens de le dire, Proudhon dit le synonyme de la propriété, c'est le droit d'aubaine, qui est une expression qu'il reprend au droit médiéval et à laquelle il donne un sens économique. Et Marx ne s'est intéressé qu'au sens économique. Et par là, a manqué totalement l'autre versant du texte de Proudhon qui est politique, et qui, effectivement, insiste sur le fait que la propriété privée, qui est une invention de la Révolution française, a permis en un sens d'effacer la féodalité, puisque maintenant tout le monde peut être propriétaire, etc., mais en réalité l'a maintenue. Voilà. Donc j'ai voulu montrer que la propriété privée, qui en un sens permet de sortir de la féodalité et de passer au capitalisme, est en réalité une réinstauration du droit d'aubaine dans son sens médiéval, on va y revenir, et donc de l'Ancien Régime. Et de la féodalité, souvent Proudhon utilise l'un pour l'autre, Ancien Régime et féodalité. La grande distinction entre marxiste et anarchiste, c'est la distinction entre une analyse économiste de l'exploitation, comme tu viens de le rappeler, et une analyse politique de la domination, en quelque sorte. En quoi, premièrement, est-ce que tu peux nous expliquer comment se rencontrent ces deux analyses et pourquoi l'une devrait peut-être primer sur l'autre plutôt que celle économiste de Marx. Et la deuxième question qui est liée à celle-ci, c'est en quoi le droit d'aubaine se rattache à cela et du coup, qu'est-ce que le droit d'aubaine ? Oui, peut-être on commence par là. Peut-être le droit d'aubaine était un droit médiéval qui interdisait aux étrangers habitant sur le sol français de faire un testament et de léguer leurs biens à leurs enfants. Donc le droit d'aubaine est le droit du seigneur, le droit qu'a le seigneur et le roi par la suite de confisquer les biens des étrangers à leur mort. Et ça, évidemment, quand on n'a pas ça en tête, on a du mal à comprendre pourquoi Proudhon identifie propriété privée et droit d'aubaine. Et c'est ça que j'ai essayé d'expliquer. Pour Marx, ils ont le même problème en quelque sorte, c'est-à-dire comment comprendre la genèse du capitalisme à partir du féodalisme. Bon, tout le monde sait ça. Pour Marx, les raisons sont entièrement économiques, c'est-à-dire qu'il montre que dans le féodalisme, il y a ce qu'il appelle l'accumulation primitive, c'est-à-dire une série de faits qui préparent le capitalisme, mais qui sont entièrement économiques, comme par exemple la privatisation des communs qui commence dès le XIIIe siècle. Le mouvement des enclosures. Le mouvement des enclosures, tout d'un coup, les communs, c'est-à-dire les pâturages, etc., deviennent privés. Et pour Marx, ça, c'est le début du capitalisme. Marx dit que les moutons ont remplacé les hommes, dévoré les hommes. On dévorait les hommes, effectivement. Et Proudhon aussi s'intéresse à cette histoire, mais Proudhon a une analyse du passage au capitalisme beaucoup plus politique. C'est-à-dire que pour Proudhon, c'est quand même l'État d'abord qui est responsable des changements que va générer le capitalisme. En particulier l'institution de la propriété privée par le Code civil, l'héritage, la question de l'héritage, et la question au fond de la fin du féodalisme qui a été déclarée politiquement. Et à partir de là, on a une correspondance entre ce qui s'est passé politiquement à la Révolution française et le système politique du féodalisme. C'est ça qui intéresse Proudhon. C'est d'abord la politique, c'est-à-dire la domination. Non, parce que pour lui, c'est la même chose. Il y a du coup un ensemble de choses qui viennent de la féodalité, que tu as remis au goût du jour, en tout cas, dont tu as fait une analyse fine et très longue de c'est quoi le droit d'aubaine, mais tu ajoutes à cela le droit de naufrage et tout un tas de droits, de formes en fait, de prélèvements médiévaux qui ne sont pas des droits en fait. C'est-à-dire que on voit au début du livre, Proudhon dit il n'y a pas eu de révolution. Pourquoi ? Parce que le peuple français est resté dans la servitude. Bon. Voilà. Et c'est à partir de là, je me suis dit, pourquoi la servitude ? On va regarder ce que c'est que ce droit d'aubaine. Parce qu'effectivement, ça concernait les étrangers, mais Proudhon dit, il y a des équivalents du droit d'aubaine pour les serfs et pour les bâtards. Donc on parle de droit de bâtardise et de main morte pour les serfs, mais c'est la même chose, c'est le même principe que le droit d'aubaine, à savoir que ces trois droits interdisent l'héritage. Le serf mort rend sa main au seigneur, ça veut dire que ses enfants n'hériteront pas, et le bâtard n'a pas non plus
le droit, on disait, de tester, c'est-à-dire de faire un testament. Mm. Donc la servitude, pour Proudhon, premièrement, c'est l'exclusion de la généalogie. C'est de dire, j'ai pas de descendance. Je suis hors sol d'une certaine façon. Voilà. Et j'ai oublié le début de la question. Oui, c'est... Ah voilà. Et donc, quand Proudhon dit le peuple français est resté dans la servitude, bien que, évidemment, ces 3 droits aient été supprimés à la Révolution, en 89, dès 89, Proudhon montre que la majorité des Français, même ayant le droit d'hériter, évidemment, n'héritent pas, c'est-à-dire n'ont rien à léguer. Donc, d'une certaine façon, qu'on ait le droit d'hériter ou pas, on continue à être dans la servitude, puisque seule une minorité, pour Proudhon, peut transmettre sa fortune. Ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, la question, c'est moins celle de la propriété que celle de qui peut et sous quelles conditions tester, c'est-à-dire écrire un testament et octroyer ses biens matériels ou autres à ses enfants ou à d'autres gens. Et toute la logique historique que tu reconstitues est très belle et très intéressante parce que, au fond, les processus qui reproduisent les inégalités, la violence sociale, c'est pas tout à fait ce que dit Bourdieu avec l'idée de reproduction sociale. C'est vraiment des petits points où comment on fait pour capturer des individus, des groupes d'individus, et les couper de toute capacité de testament. Ça fait penser à une phrase de René Char hyper connue, citée par Hannah Arendt, qui est « Notre héritage n'est précédé d'aucun testament », quand elle parle de la résistance à l'occupant. Cette idée donc que, au fond, la tradition que tu vas rechercher d'anarchiste révolutionnaire, tradition qui se considère être coupée de capacité de tradition, c'est-à-dire de faire passer, hériter une tradition. C'est ça. Et voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que tu montres que ça se maintient encore jusqu'à maintenant. À un moment donné, dans le livre, tu parles des migrants de Calais et des migrants en Europe en général, qui, en quelque sorte, sont soumis à un nouveau droit d'aubaine contemporain, qui est la confiscation de leurs biens. Ça se fait au Danemark, en Allemagne, en Suisse, et mais en fait en France de manière... Et alors, comment tu lis le présent, ces nouvelles formes de droit d'aubaine, avec cette histoire féodale qui a plus de 400 ans En fait, le droit d'aubaine, qui donc, maintenant, on va considérer qu'il est équivalent à la main morte et au droit de bâtardise. Le droit d'aubaine, c'est une fabrique d'étrangers. Voilà. Et donc, les serfs, les bâtards et les aubains ont en commun de ne pas appartenir au tissu national et d'en être exclus par, justement, l'exclusion de l'héritage. Donc, aujourd'hui, en fait, les historiens ont montré que ce droit d'aubaine, dans sa version large, était déjà l'ancêtre du droit de la nationalité. Et que donc, dans le présent, au présent, on voit bien que se reproduit la logique d'exclusion de tout ce qui n'est pas français, alors à commencer par les migrants, confiscation de leurs biens, mais aussi tous les exclus. L'historienne Simona Cerutti dit tous ceux qui sont dans la faible appartenance sociale. Donc, en quelque sorte, la possibilité d'hériter, c'est-à-dire d'être d'abord inscrit dans un tissu social, dans une descendance, n'a pas changé de sens depuis la Révolution. Et du coup, le clivage que font les marxistes, c'est les prolétaires et les bourgeois. Dans la féodalité, c'est donc les serfs et les seigneurs. Et d'une certaine manière, il y a une continuité entre le serf et le prolétaire, et même peut-être entre l'esclave, avec l'esclave, même si l'esclave c'est un peu différent parce qu'il est encore plus radicalisé dans l'abandon. Mais la question le point que je voulais souligner, c'est que d'une certaine manière, c'est quand même une même condition. Qui se maintient encore aujourd'hui, et qui est le fait que, au fond, un certain nombre de gens la seule chose qu'ils peuvent faire hériter à leurs enfants, c'est le fait qu'ils n'ont pas d'héritage et qu'ils n'ont pas le droit de détester. Est-ce que c'est ce clivage-là que tu essaies de reconstruire dans ce livre, entre ceux qui peuvent produire de la succession et ceux qui ne le peuvent pas? Bien sûr que c'est ça. Il faut voir aussi que l'invention de la propriété privée n'est pas seulement
l'invention de l'héritage, hein, au sens moderne du terme, c'est aussi la garantie théorique qu'on va séparer puissance publique et puissance privée. Dans la féodalité, les charges, on pouvait les acheter. On pouvait acheter le statut de maire, le statut de juge, etc. C'était la vénalité des offices. La Révolution met fin à ça. Sieyès dit désormais on séparera le pouvoir sur les hommes du pouvoir sur les choses. Un homme politique ne peut pas acheter sa fonction, il doit être élu, etc. Or, Proudhon montre que ça n'est pas vrai. Et que donc, la phrase que tu viens de lire sur Bernard Arnault montre bien qu'on ne peut plus faire la différence entre un homme privé et un homme politique. Et c'est ça aussi la question de l'héritage. C'est pas seulement transmettre des biens, c'est aussi que ceux qui peuvent hériter, hein, les plus puissants, ont aussi le pouvoir politique. On n'hérite pas seulement d'argent, on hérite aussi du pouvoir. Que la propriété des choses détermine en même temps une propriété des personnes. Des personnes. La famille Arnault, on n'arrête pas de lire des articles, qui montrent que ces enfants sont déjà placés, etc. C'est-à-dire que c'est le pouvoir politique qui devient héréditaire. Il y a un passage extrêmement beau dans le chapitre 6, Aubin, Serre et Bâtard, 3 macules, à propos du droit de naufrage. Et je me demande si je le lis pas. Parce qu'en fait, c'est là, dans ce passage, vous posez l'idée d'une condition d'épavité, le fait que tous les êtres abandonnés, mis à l'écart, sont comme des épaves, mais cette métaphore, c'est pas tellement qu'une métaphore. Ça vient d'un très ancien droit, le droit de naufrage, qui autorisait aux seigneurs de récupérer les cargaisons des bateaux échoués sur leur rive. C'est un peu la même chose que le droit d'aubaine, c'est-à-dire les gens qui venaient s'échouer... les naufrages, le seigneur pouvait récupérer les épaves et leur contenu. Et du coup, si je lis le petit passage, il y a dans la déshérence moderne l'idée d'un abandon proche de l'épavité, le fait d'être une épave, échouée sur un rivage, ce qui sonne assez bellement métaphoriquement par rapport à ce qui se passe en Méditerranée. Les sujets de la condition servile appartiennent à et sont dépendants de qui les abandonne. Tel est le sort de ceux qui ne peuvent savoir ni d'où ils viennent, ni où ils vont, ignorants de leurs ancêtres et incertains de l'avenir de leurs descendants. L'étranger, comme le bâtard, comme le cerf mort à la main coupée, viennent tous s'échouer sur les rivages du banc seigneurial. Ça suscite une remarque qui est que, bizarrement, dans la logique contemporaine, on a vu Pierre Madelin il n'y a pas si longtemps, qui parle de l'écofascisme, et il montre que dans l'écofascisme, il y a un élément de néo-malthusianisme, l'idée de réduire la population parce qu'il y a trop de monde sur la Terre, en gros. Et il se trouve que la logique à partir de laquelle il pense cela, c'est la logique de la capacité de charge des espaces, des écosystèmes et de la Terre elle-même. Et le concept de capacité de charge, il vient justement de la capacité de remplir un bateau, un navire, pour un commerce, la logique, en gros que la problématique écofasciste et néo-malthusienne s'inscrit dans une logique d'optimisation de qu'est-ce qu'on peut mettre dans un bateau pour le transporter ailleurs. Donc derrière, il y a l'idée aussi du commerce de marchandises, mais peut-être la traite négrière. Et du coup, je voulais demander si on pouvait considérer que la logique générale d'une certaine forme d'exploitation et de domination qui est proprement capitaliste viendrait pas du fait qu'on n'est pas sorti du bateau, quoi. Du fait qu'on n'est pas sorti de la caravelle qui est allée en Amérique, quoi. Oui, c'est et très des logiques juste. du fait de partir en Mais pourquoi est-ce qu'on est toujours dans le bateau ? Il y a plusieurs raisons à ça. Mais l'une des raisons principales, c'est que quand Proudhon dit la propriété, c'est le vol, c'est pas seulement le vol matériel du prolétaire, du travail, etc. C'est le vol de mémoire. C'est-à-dire que la Révolution nous a interdit, quand je dis nous, c'est le peuple français, nous a interdit de nous souvenir de nos origines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est très difficile de savoir si nos ancêtres, je ne parle pas des nobles, je parle de la grande majorité des gens qui ne le sont pas, il est très difficile de savoir si nos ancêtres étaient des serfs. On fait comme si on était tous des citoyens. Et comme si, depuis toujours,
nous avions été sujet de la République française, etc. Et quand Proudhon dit la propriété c'est le vol, c'est vrai que la propriété privée a inventé un régime de mémoire qui consiste à nier complètement toute l'histoire d'où nous venons, qui est quand même l'histoire de la servilité, parce que la plupart d'entre nous, il ne faut pas se faire d'illusions, viennent des paysans qui prêtaient allégeance aux seigneurs, etc. Et qui eux-mêmes descendaient des esclaves antiques. Donc ça, Gérard Noiriel l'a très bien dit, la majorité des Français a une mémoire, vient de l'esclavage. L'esclavage, ce n'était pas seulement transatlantique. Alors, ça c'est la première raison, et après évidemment, il y a le grand silence sur l'esclavage transatlantique, qui n'a été levé que par la loi de Taubira en 2001. Mais d'abord, c'est ça qui m'a intéressé chez Proudhon, c'est que Proudhon dit « Peuple français, souviens-toi d'où tu viens ». La propriété privée, c'est le vol de ta mémoire, parce qu'on te fait croire que désormais, tu es un sujet libre, qui peut hériter, on est tous égaux, les citoyens, machin. En réalité, tes ancêtres, tes arrière-grands-parents, ils se coupaient la main, ils la donnaient au Seigneur, etc. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et d'autant plus que je me suis un petit peu renseignée sur l'histoire contemporaine. Les historiens ne sont pas d'accord sur comment analyser ce phénomène. Certains disent on ne sait pas si le servage vient directement de l'esclavage ou si c'est autre chose. Il y en a qui parlent de dynamique de la servitude. Il y a une sorte de flou incroyable. Vous avez 3 hypothèses, quoi. Le continuiste, voilà, continuiste mais différente, Marc Bloch, et puis différentes dynamiques dont etc. on ne sait pas très bien d'ailleurs quelles sont ces différences. Mais c'est incroyable, grâce à Proudhon, ça je lui suis très reconnaissante, parce que moi j'y avais jamais pensé, qu'on découvre tout d'un coup que la plupart des Français sont des descendants soit d'étrangers, soit d'Aubin justement, soit de bâtards, soit de serfs. Mais chut, parce que l'édit de Louis le Hutin au XIIIe siècle, je ne sais même plus si c'est le XIIIe siècle, dit qu'il n'y a plus d'esclaves en France. Oui, c'est ça. C'est ça, 14e siècle, 1315, nul n'est esclave en France, ce qui est faux. Quand il l'écrit, c'est faux. Voilà. Donc... Ce que vous reprenez comme hypothèse, c'est que c'est celle de Raph Blofeld. Ouais, ça c'est un livre L'invention très bien. de la propriété, qui montre que, bien sûr, il y a une démarcation. Bien sûr, on peut dire qu'il y a un avant et un après, mais en fait, jamais total, jamais complètement réalisé. Et en réalité, entre la période pré-révolutionnaire et la période post-révolutionnaire, finalement, le plus important, c'est-à-dire en gros un état de servitude, se maintient. C'est-à-dire ce qui devait être aboli avec la Révolution française n'a pas été aboli. Est-ce que vous avez des éléments qui permettent d'indiquer ce qui n'a pas été aboli, ce qui se maintient encore comme forme féodale en fait de rapport aujourd'hui à votre sens? Ce qui se maintient dans notre société comme rapport féodaux. Comme rapport féodal. Vous l'avez signalé, c'est l'économie, le livre de c'est Durand, Cédric Durand, qui parle de néo-féodalisme en économie. Mais surtout pour moi, c'est ce que dit Blofeld, à savoir que la grande démarcation qui aurait dû avoir lieu entre le public et le privé n'a pas eu lieu. C'est-à-dire que la classe politique est encore une oligarchie, c'est-à-dire que la richesse est encore complètement confondue avec le pouvoir politique, et que, en gros, on est dans une logique seigneuriale, qu'on voit aussi à l'œuvre pendant la Révolution elle-même, où très rapidement, la République est redevenue monarchie, est elle-même devenue empire. Enfin, je veux dire, la France a connu quand même, en 100 ans, une série d'allers-retours, de restauration. Et donc, on voit bien qu'au fond, ce régime féodal, la France a énormément de mal à lui dire adieu, à beaucoup d'égards. Mais on a l'impression que, en fait, ça tient au fait que dominer, c'est toujours on a l'impression qu'apparaît une sorte d'invariant, qui est que dominer, c'est toujours créer cette privation-là de sol, de liens, de succession, d'héritage, etc.
ce que vous dites à un moment donné, asservir, c'est priver de sol, d'inscription dans une tradition, une succession, une chaîne de transmission, de telle sorte que la seule issue soit d'appartenir à quelqu'un, de devenir soi-même une chose, un bien transmissible. Qu'au fond, les gens, ils se vendent, ils deviennent les objets d'autres gens qui, eux, ont une mémoire, eux ont une histoire, eux ont une tradition, mais nous, on est en quelque sorte humiliés, on doit... et sans passer, et rien, sans rien à transmettre. Mais du coup, quel est, en quelque sorte... l'envers de l'asservissement ou est-ce que pour je dirais pas s'émanciper puisque ça reste un mot qui veut dire fuir des mains du maître esclavagiste, mais pour s'en sortir, est-ce que il faut du coup reconstruire une mémoire, se rappeler qu'on a été serf, assumer qu'on a été serf, et ensuite depuis ce point d'humiliation terrible qui est de dire mais en fait vous êtes des individus libres et égaux, non, que dalle. Ouais. Et puis à partir de là, se transmettre cette mémoire de l'aliénation, en quelque sorte. En un certain sens, cette mémoire, elle est difficile à reconstruire, mais je crois que oui. C'est ce à quoi nous exhorte Proudhon. Mais surtout de voir dans ce statut de... Et c'est, je crois, le point de départ de l'anarchisme de Proudhon, du moins dans ce livre, c'est de voir que, paradoxalement, dans cette exclusion, c'est-à-dire cette privation de possibilité d'hériter, cette épavité, c'est de voir un paradoxe qui est, quand on est complètement abandonné, quand on est au bout de la servitude, d'une certaine façon, on n'appartient plus à personne. On est comme un objet, effectivement. C'est un point que vous développez. Ça, c'est très important. Que vous développez. Voilà. Parce que Proudhon a une phrase très étrange, il dit « la propriété est impossible ». On ne comprend pas pourquoi il dit ça. Parce que, mais il dit ça parce qu'à un moment, les gens, les serfs, etc., qui sont complètement dominés, sont tellement identiques à des choses que finalement, ce sont des épaves et elles n'appartiennent plus à personne. Il y a une analyse sur laquelle vous vous appuyez de l'historienne Simona Cerruti à un moment donné, qui montre que quand quelqu'un qui est un étranger en fait meurt, ses biens matériels reviennent en fait au roi, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Il y a un état liminal, intermédiaire, qui s'appelle la jacence, qui est antérieur à l'état de vacance. Le vacance, c'est quand le bien, on a déterminé que ça appartenait à personne, et du coup, ça appartient au roi. Et vous dites des choses, vous restituez, commentez des choses qui sont très intéressantes, parce qu'en fait, vous en tirez une réflexion philosophique. Est-ce que vous pouvez nous déployer un peu ces concepts, cette idée de liminalité et d'état d'incertitude des choses Oui, il y avait en droit, effectivement, vous avez raison, merci beaucoup de rappeler ça. Il y avait en droit une différence entre l'état de jacence et l'état de vacance. Quand un bien est vacant, on peut en hériter. Quand il est jacent, il est en discussion. Il est dans les limbes, parce qu'on ne sait pas encore s'il va y avoir des héritiers naturels ou pas, etc. Et donc, je fais l'hypothèse que pour Proudhon, les épaves humaines sont dans cet état, sont comme dans les limbes, et donc en ce sens n'appartiennent à personne encore. Hein. Et l'anarchisme prend sa force de là. C'est-à-dire, puisque vous me demandiez est-ce qu'il est possible de sortir de l'aliénation, je crois que ce que l'anarchisme propose n'est pas une sortie de l'aliénation comme chez Marx avec une dialectique, c'est de dire n'être personne est une force. Et on va la transformer en quelque chose comme une force collective. Parce que anarchiste veut dire sans principe, sans origine, sans mémoire. Eh bien d'accord. Partons de cette exclusion de la propriété, de la richesse, du pouvoir. Partons de là, essayons de construire... De rien, on va pas devenir tout. C'est ça l'idée. Mais de rien, on va construire... la commune. Voilà. Et vous avez un concept, justement, qui vient compléter... qui arrive après le livre Anarchisme et philosophie, au voleur. Dans ce livre, vous aviez ce concept assez fin qui distinguait le gouvernable, l'ingouvernable et le non-gouvernable. Et vous posiez ce concept de non-gouvernable, peut-être vous pouvez nous le rappeler après, mais là, dans ce livre-là, cette méditation sur le droit d'aubaine, sur la jacence des objets qui n'appartiennent plus à personne, etc.,
Ça vous permet d'ajouter un élément, un concept qui est ouais. celui de l'inappropriable. Le non-appropriable. Le non-appropriable. Ouais, ouais. Voilà. Est-ce que vous pouvez restituer un peu en quoi ça vient compléter quelque chose du non-gouvernable. Du non-gouvernable, pardon. Le non-gouvernable, en fait, je le distinguais dans le précédent livre de l'ingouvernable, au sens où l'ingouvernable est toujours en discussion, en négociation avec le gouvernement. C'est une révolte, c'est une résistance, c'est une manifestation, etc. C'est lié à l'indiscipline. Le non-gouvernable, c'est ce qui est complètement étranger au gouvernement. C'est ce qui ne peut même pas entrer en discussion avec le gouvernement. Le non-appropriable, en ce sens, c'est ce qui est totalement étranger à la propriété privée. Et donc, effectivement, une tente de migrants, une situation d'exclusion totale, me paraît relever de cette catégorie. En tout cas, je pense que c'est comme ça que Proudhon Je crois qu'il dessine la figure de l'anarchiste à la fin de ce livre, comme précisément... c'est pas celui-là, c'est Qu'est-ce que la propriété ? Il dessine la figure de l'anarchiste comme quelqu'un qui n'est pas appropriable, comme quelqu'un qui est totalement étranger à cette logique, parce que complètement exclu. Il n'est pas non plus récupérable. Oui, c'est ça. Non, j'écoute religieusement. Bon, ça veut pas dire que l'anarchisme va s'en tenir là. Il va y avoir la construction, effectivement, de la commune, et à partir de là, la construction il y a des constructions sociales, économiques et politiques. Et ben justement, ça nous fait arriver à la question des communs, de la commune, et donc à cette lecture que tu fais d'Ardo et Laval, la question des communs. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il y a un problème avec l'idée d'autogouvernement et en fait de gestion collective et politique des communs, selon Dardo et Laval dans l'hypothèse proudhonienne, mais aussi inversement selon toi chez Dardo et Laval? J'ai dit pour commencer que Proudhon faisait un retour aujourd'hui, mais l'anarchisme non. C'est-à-dire qu'on va prendre chez Proudhon tout ce qu'il dit effectivement des communs au début du livre, mais en ce qui concerne l'organisation dont on vient de parler, les penseurs des communs aujourd'hui rejettent cette partie-là, ils ne sont pas du tout convaincus par l'anarchisme. Pourquoi ? Parce qu'ils disent l'anarchisme est une autogestion. Ça marche pour la mise en commun des ressources, mais ça marche pas politiquement, parce que c'est trop horizontal. Voilà, l'autogestion c'est trop horizontal, c'est trop fonctionnaliste, il manque un principe. C'est trop instrumental, c'est ça ? C'est instrumental, c'est trop... finalement, on peut pas gouverner un pays comme on gouverne une coopérative agricole. Tu dis que pour eux, ça manque de transcendance. Qu'est-ce que ça veut dire ils le disent, il faut un principe, c'est-à-dire qu'il faut... En fait, la construction de quoi ? D'un gouvernement. Mais oui. Voilà, donc ils appellent ça autogouvernement parce que ça fait mieux. Enfin, je veux dire, ça donne un petit côté radical, mais un autogouvernement, c'est un gouvernement. Je suis désolée. Et donc ils le disent. Ils disent, voilà, il faut un principe. Ils disent le commun deviendra principe. Archet. Voilà. Donc clairement, l'anarchie, on n'en veut pas, parce que pour eux, l'anarchisme, c'est on gère les biens. Et ils disent, on ne peut pas gérer les biens comme on gère les hommes. Il faut que le commun règne. Voilà. Donc, enfin, je suis désolée de dire ça, mais cette théorie des communs ne change rien à ce qui... a toujours une sorte de danger. D'un point de vue anarchiste. C'est pas révolutionnaire du tout. Ouais. En quel sens ? Ok. Et parce que tu dis que en fait même le reproche qu'on fait à Proudhon de ne pas penser en termes politiques, finalement, il n'est pas si justifié que ça. Il n'est pas justifié du tout, puisque c'est un livre politique. Qu'est-ce que la propriété ? Voilà. Et dans un autre livre du principe fédératif, il fait une distinction de deux formes de régimes, les régimes d'autorité et les régimes de liberté. C'est toi qui évidemment le rappelle. Oui. Et c'est assez intéressant parce que, d'une certaine manière, il exclut autant la monarchie, enfin la forme monarchique, en disant que c'est le gouvernement de tous par un seul, mais aussi la panarchie ou communisme. Et il dit que le communisme, c'est le gouvernement de tous, mais par tous. Et que c'est pas forcément un régime de liberté, mais c'est plutôt un régime d'autorité. Et
contre cela, dans les régimes de liberté, il y a la démocratie et l'anarchie ou le self-government. La démocratie, c'est le gouvernement de tous par chacun, et l'anarchie, c'est le gouvernement de chacun par chacun. Oui. Et ce qui caractérise la distinction entre autorité et liberté, enfin ces formes de régime, c'est que d'un côté, les pouvoirs sont indivisés. En gros, la monarchie, c'est un seul, et puis dans le communisme, c'est tous. C'est tous. Mais c'est un seul principe de gouvernement. Et dans la démocratie et l'anarchie, les pouvoirs sont toujours divisés, de chacun à chacun ou de tous à chacun, en gros. Dans quel lieu, toi, tu situerais l'hypothèse anarchiste, de la forme de vie anarchiste puisque ici, chez Proudhon, on garde le concept de gouvernement. C'est quand même le gouvernement de chacun à chacun. Toi, non, mais oui, mais toi, il a voilà. eu la maladresse Voilà. de dire self-governance. Oui, alors évidemment, on a dit, oui, c'est un chantre de l'autogouvernement, mais pas du tout en réalité. Oui. Pas du tout, c'est un mot malheureux. C'est pas du tout au sens où Dardot et Laval, aux Asques parlent de ça. C'est quand même cette idée, effectivement, non communiste, parce qu'il est carrément, enfin il le dit, il n'est pas du tout communiste. C'est cette idée que il est impossible d'imposer une forme unique à un ensemble d'individus. Il est impossible d'imposer une forme d'organisation venant d'en haut à un ensemble d'individus. Voilà, c'est impossible, parce que comme tu as dit, le pouvoir est divisé. Voilà. Donc ça suppose pas du tout l'autogouvernement, mais l'auto-organisation, ce qui n'est pas la même chose. Et d'ailleurs, souvent, il le dit, auto-organisation. Là, autogouvernement, dans cette phrase, c'est malheureux. En tout cas, ce que tu mets en avant dans ton livre de la tradition anarchiste, qu'on essaie de réactiver, c'est que anarchiste, c'est-à-dire pas de principe, quoi. Et donc pas le commun en principe, pas d'arché, etc. Mais ça implique du coup, qu'est-ce qui est le point de départ, sans être un commencement ni un commandement. Toi, tu repasses par Foucault pour dire c'est pas le gouvernement et la raison à partir de laquelle on gouverne, le commun ou le roi ou le droit divin, c'est la résistance. Tu dis que ce qui vient en premier, c'est la résistance, et c'est ça l'axiome anarchiste de base. Et c'est d'ailleurs parce qu'on résiste, parce que le pouvoir est pas possible, parce que la propriété est pas possible, qu'il y a des évolutions du gouvernement, qu'il y a des transformations de la propriété. C'est parce qu'elles luttent contre leur propre impossibilité. De fait, nous résistons. Et t'avances à partir de là pour dire que, en définitive, quelque chose que j'ai pas totalement compris, mais du coup, peut-être tu peux essayer de l'expliciter, cette idée que, du coup, vu qu'on ne va pas chercher à structurer la politique, les formes de vie autour du commun, tu dis que le commun, c'est personne. Et que le commun, c'est pas rien, c'est personne, et personne, c'est pas rien. Personne n'est pas commun, personne n'appartient à personne, et c'est loin de vouloir rien dire ou de n'être rien. Personne n'appartient à personne, deuxième fois, on ne peut pas mettre personne en commun. Et qu'est-ce que cela signifie de mettre en avant non plus le commun, mais la personne, et la personne comme étant personne. Ça renvoie, ça renvoie à l'épave dont on parlait tout à l'heure, voilà. Et c'était un clin d'œil à... j'en parle, mais il faudra que je développe plus, aux pensées de Jean-Luc Nancy ou de Maurice Blanchot sur la communauté. La communauté, qu'elle soit inavouable, désœuvrée ou comme on voudra, qui est quand même une pensée de la communauté, des communs, etc. Et qui exprime une nostalgie du communisme qui existe à mon avis aussi chez des gens comme Dardot et Laval. C'est-à-dire qu'ils ont beau dire que ils ont beau parler de l'échec soviétique, etc., on voit bien que la façon dont ils partent du commun comme d'un principe, et ça c'est vrai aussi chez Blanchot, chez Nancy, témoigne quand même d'une confiance dans le projet communiste. Et ça, quand Proudhon dit le pouvoir est toujours divisé, ça veut dire le pouvoir n'appartient à personne. Voilà, ça veut dire le pouvoir n'appartient à personne. Et l'anarchisme, c'est ça.
Donc le point principal n'est pas le commun. Mm. Hein. Le point principal, c'est ça. Le problème, c'est qu'il est très difficile de mettre personne en commun. Mm. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas la commune, hein. Mais il n'y aura pas un système procédant soit de la discipline de parti, soit qui va venir organiser ça d'en haut. Mm. Hein. Oui, dans le livre, il y a un moment, une petite pique que tu avais remarqué à Dardot et Laval. Si les communards, si la commune avait lu Dardot et Laval, oh là là, ça aurait passé au-dessus de la tête. Quoi. Elle fonctionnait quand même, et l'anarchisme, enfin c'est ce qu'il prône, en tout cas toutes les différentes traditions anarchistes le prônent, c'est que le pouvoir ne reste jamais aux mains d'une même personne très longtemps. C'est quand même l'idée que les mandats sont courts et révocables. Ce qu'on trouve jamais dans le communisme. Jamais. Une des hypothèses qu'on a pu voir avec Pierre Madelin, je ne sais pas pourquoi ça résonne avec l'écofascisme, enfin ses analyses de l'écofascisme, une des hypothèses de gouvernance future des communs, c'était celle d'un Mao vert. Voilà. Il y a l'hypothèse du Mao vert, d'ailleurs, on l'a déjà assimilé à le Andreas président chinois, c'est quand même un peu ça. En quelque sorte. Et si on arrive un peu vers la fin du livre, en fait, ce qu'on découvre, c'est que... Enfin, c'est ce que tu découvres, ce que vous découvrez après avoir écrit Philosophie et anarchie au voleur, c'est que finalement Proudhon, qui dit « je suis anarchiste », et qui est le premier à se nommer anarchiste, positivement, à prendre l'anarchie au sérieux, il hérite quand même de quelque chose. Il hérite de débats, de conflits qui ont eu lieu au cours de la Révolution, et vous en tirez encore une fois une analyse du non-appropriable. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire comment la Révolution n'a pas été seulement une révolution de patriotes qui formaient un État révolutionnaire, mais aussi de sans-culottes anarchistes qui voulaient s'autogérer. Oui, j'ai découvert grâce à des articles aussi d'historiens que le mot anarchie et le qualificatif d'anarchiste était en fait une insulte courante dans les débats révolutionnaires, qui pouvait qualifier alors tout et n'importe quoi, tantôt les sans-culottes et tous ceux qui voulaient l'égalité, aussi bien que les monarchistes, on disait les monarchiens à l'époque, ou Robespierre, ou la Terreur, voilà, c'était une insulte qui circulait comme ça, parce que au fond la grande question c'était qu'est-ce que la République et qui est l'ennemi de la République ? Et l'ennemi de la République, c'était l'anarchiste. Mais ça pouvait changer de sens constamment. Ça, je ne le savais pas. En fait, la Révolution française est un grand débat sur l'anarchie. Hein. Et Proudhon, évidemment, récupère la chose et donne un sens nouveau à ce terme. Ça me fait penser une question, je ne sais pas à quel point elle est pertinente, mais si anarchie, c'est le terme qui désigne l'antagoniste de la République, aujourd'hui, le terme qui revient en permanence, c'est pas anarchiste, c'est terroriste. Tout le monde est un terroriste potentiel. Ah bah oui, bien sûr. Mais un anarchiste aussi, d'ailleurs. Ça revient beaucoup. Mais un anarchiste aussi. Ouais. Mais du coup, est-ce que bon là, c'est vraiment une question ouverte. Mais quel est le régime auquel finalement s'oppose le terroriste ? Enfin, je veux dire, si les républicains se défendent en voyant des anarchistes partout, quel est le régime qui est défendu par... Il y a des terroristes partout. Un régime qui a peur de la terreur plutôt que de l'absence d'arquet. C'est vraiment une question ouverte. Quand Proudhon dit « il n'y a pas eu de révolution », ce qui est le titre de mon livre, c'est une phrase de Proudhon. Oui. Il n'y a pas eu de révolution, ça veut dire il n'y a pas eu de république. Donc en fait, les républicains qui accusent les terroristes de ne pas être républicains, en fait... accuse les républicains de ne pas être républicains. Et de dire qu'est-ce que c'est que cette république que vous nous défendez sans cesse, c'est une monarchie. Voilà, pour aller vite. D'accord. Et il reste quand même une question qu'on n'a pas vraiment abordée, alors que c'est quand même le centre du livre et du texte de Proudhon, et c'est la phrase la plus connue. On en a parlé très rapidement, mais c'est la propriété. C'est le vol. C'est le vol. Et
et alors on a évoqué la critique de Marx, c'est une contradiction dans les termes parce que la propriété peut pas être le vol, il faut présupposer la propriété pour pouvoir penser le vol. Ce qui déclenche dans votre livre une réflexion que vous accolez à des questions décoloniales aussi. Vous parlez d'un auteur dont j'ai oublié... Nichols. Oui, Nichols, qui commande Proudhon pour renverser en disant en gros le vol c'est la propriété. Comment on se dépatouille de cette évidente contradiction qui est effectivement la propriété pour qu'il y ait vol, il faut qu'il y ait propriété. Il faut qu'il y ait d'abord propriété. Et donc comment on se dépatouille de cette contradiction? Vous faites l'hypothèse de la performativité, mais qu'est-ce que ça veut dire? D'abord que Proudhon n'était pas un imbécile et qu'il avait bien compris que dire la propriété c'est le vol était une contradiction, puisque effectivement il faut bien qu'on ait d'abord quelque chose pour qu'il y ait vol. Mais comme j'essayais de l'expliquer, il montre que la propriété est un acte inaugural qui apparaît à la Révolution française. La propriété privée apparaît en 1789, pas avant. Bon. Donc c'est un acte inaugural, j'appelle ça un performatif, parce que ça fait exister quelque chose qui n'existait pas avant. Pourquoi le vol? Parce que cet acte efface une mémoire. Si on n'accepte pas l'idée que le vol chez Proudhon, c'est d'abord un vol de mémoire, on ne comprend pas. La propriété, c'est le vol. Si on pense à l'argent ou aux biens matériels, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Non, là, la propriété, c'est le vol, veut dire la propriété inaugure un régime politique et économique qui efface le précédent, de telle sorte qu'on ne s'en souvienne pas. L'oubli de l'histoire, cette fois, c'est l'oubli de la permanence. C'est ça. Et pas l'oubli de l'histoire en tant que variation. C'est ça. Ouais. Voilà. Il y a aussi un sens économique, qui est que voilà, le prolétaire empoche le surplus de valeur, etc. Mais ça n'a de sens que fondé sur ce sens politique. Qui est... moi, je compare ça, si vous voulez, l'invention de la propriété pour Proudhon à un trauma. C'est-à-dire un événement qui frappe comme ça, et qui à la fois fait oublier ce qui précédait, et en même temps en garde la trace, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Voilà, c'est un événement traumatique. Mais du coup, nous sommes enfermés depuis la Révolution française dans une sorte de déni de la continuité historique de la servitude. C'est ça. On croit, en France, on est très fiers parce qu'on croit en être sortis. Oui, d'ailleurs, évidemment, c'est ça, la France, c'est dire, nous, on n'est pas esclaves. On peut peut-être finir sur le moment, justement, de la France terre de liberté. Je ne sais pas, parce que c'est peut-être la discussion qu'on a eue avant, du coup, je commence à confondre les choses, puisque j'ai bu beaucoup de vin. Mais, oui, d'une certaine manière, dans le livre, il n'y a pas que une généalogie du proudhonisme, etc. Il y a aussi une critique d'un certain nombre d'autocongratulations françaises. Ah oui, la France terre de liberté. Voilà, la France Bien terre sûr. de liberté. Et vous revenez sur le fait qu'il y a quand même un déni de l'esclavage qui est lié à une sorte de déterritorialisation de l'esclavage. Voilà, il est dehors, donc ça va, on n'est pas esclavagiste. C'est ça. Est-ce que... et quelle est l'importance pour toi, vous, de revenir à ce moment-là pour revenir à Proudhon, au droit d'aubaine, à la servitude médiévale, féodale, pour relire le présent? Pourquoi c'est devenu nécessaire? Je suppose qu'en partie, c'est lié au fait que des hommes politiques comme Macron se revendiquent de ça. Mais comment... écoutez, moi je pense que... moi, ce qui m'a frappé... D'abord, je voudrais quand même dire que dans le livre, je n'ai pas fait que critiquer la Révolution française. Il ne faut pas non plus... Je veux dire, c'est quelque chose d'énorme, la Révolution française. Qu'on soit bien d'accord, et Proudhon le sait bien. Et c'est ce qui nous différencie de beaucoup de pays qui ont gardé la monarchie officiellement, etc. Mais je crois que c'est aussi un prétexte à fabrication de mythologie qui me paraît important de défaire. Voilà. C'est-à-dire, pourquoi c'est important aujourd'hui? Parce que on va avoir un discours sur Toussaint l'ouverture, on va avoir un discours sur la France terre de liberté, aussi bien en France que dans les dom-toms, etc., qui me paraît mythologique. Donc je pense que c'est ça qu'il faut... parce que ça occulte la réalité d'une
d'une oppression sociale. Mm. Voilà. Peut-être il y a une dernière question sur la méthode ou sur la démarche. D'une certaine manière, la philosophie, en tout cas, je sais pas, dans le dernier livre, votre pratique de la philosophie consistait à repérer un certain nombre de dénis théoriques, philosophiques, concernant la possibilité même de vivre sans arché, quoi, vivre en anarchiste. Là, j'ai l'impression que dans ce livre, ce à quoi sert la philosophie, c'est à nous faire ressouvenir un certain nombre de choses, qui est en fait empêché par un récit. Donc en gros, c'est un livre adressé en partie à un grand récit national, un roman, le roman national. Le roman national, oui, c'est vrai. Ce qui veut dire que le roman national est revenu, c'est-à-dire que ça fait plusieurs années que ça devient de plus en plus entêtant, mais on nous raconte des choses sur la France, alors sur l'identité. qu'il n'y a plus d'ascenseur social, alors que tout ce qui était censé être possible grâce à la propriété privée et à la séparation privée-publique ne l'est plus. Donc ce roman national qui revient en force, la République, etc., la civilité, est de plus en plus contradictoire avec la réalité sociale.